Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. On dit que les voyages forment la jeunesse. Ils vous ont permis de la conserver en même temps que des souvenirs liés à des images qui font partie de notre histoire et que vous avez réunis dans un livre. Bonjour, Régis Faucon. Bonjour. Alors, la télévision a été votre gagne-pain et votre gloire pendant 25 ans. On vous connaît en vous ayant vu au journal de TF1 en particulier. Et là, vous sortez un livre, Gentleman Reporter chez Ramsay, qu'on va évoquer en même temps que votre parcours, puisque le principe des clés d'une vie, c'est votre parcours. D'accord ? D'accord. Alors, la première date que j'ai trouvée, qui se rapporte à vous, c'est le 7 juillet 1975. C'est la première fois que vous intervenez dans cette émission, dans ce rendez-vous, dont vous allez entendre le générique. Le journal télévisé de 1975, c'est votre premier reportage. Vous commentez un reportage sur la guerre du Vietnam qui se poursuit malgré les accords de paix. Oui, alors je m'en souvenais pas. Je m'en souvenais pas du tout parce que je venais d'arriver tout simplement dans la rédaction. C'est le début de la toute nouvelle équipe en 75 qui arrivait dans le sillage de Bernadac, avec des gens comme Denisot, comme Bourré, etc. Voilà, et on venait d'arriver. Alors moi, j'ai choisi la politique étrangère, parce qu'en fait, j'avais déjà passé plusieurs années aux États-Unis. Donc on va en parler, effectivement. Et là, donc, alors là, le coup j'étais pas là, j'étais pas au Vietnam. Je commentais des images sur le Vietnam. Et sur la lutte du Viet Cong qui poursuivait le combat. Oui, ça a été le grand conflit dont on a parlé pendant beaucoup d'années, trop d'années d'ailleurs, parce que c'était quand même assez terrible. Alors, l'actualité à l'époque, c'est la rivalité, parce qu'il y a une rivalité entre les journaux de TF1 et ceux de la seconde chaîne. Le journal de la seconde chaîne est en baisse, déjà, comme aujourd'hui. Oui. Georges Leroy a pris la succession de Héberlé et d'El Kabbach, et il envisage à l'époque de supprimer le 20h, ce qui fait scandale. Alors, encore une info. Encore une info. Ah, moi, j'ai souvent entendu parler de la possibilité de mettre le 20h à 19h45 ou à 20h15 pour ne pas faire comme les autres. Mais le supprimer, ça, j'ai jamais entendu. Et on appelle ça la grand-messe du 20h parce que le premier journal télévisé, première retransmission en direct, c'était la messe de Noël 48 en direct de Notre-Dame. Et le père Pichard avait dit c'est la grand-messe. Et c'est comme ça que le journal ensuite est devenu la grand-messe du 20h. Alors, à l'époque, il y a 3 présentateurs. Il y a Roger Giquel, Jean-Claude Bourré, Jean-Claude Narcy. Oui, exactement. Ce sont les 3 stars de la chaîne. Ce sont les 3 stars, oui. Narcy étant un peu le joker de Giquel. De Giquel. Voilà. Et Giquel, c'était une superstar. Ah bah Giquel, c'était la première, enfin non pas la première superstar de la télé, parce qu'il y a quand même eu avant nous les Darget, Zitrone, Darget, machin, De Caunes, etc. Bon. Mais ça a été le pivot, le personnage central de la nouvelle une. Et en plus, il avait c'était un excellent choix de la part des patrons, parce que il s'agissait pas de trouver le plus beau, le plus aussi, c'était un profil crédible de quelqu'un de sérieux, parce que la recherche, je n'apprendrai rien, mais la recherche d'un présentateur, les patrons, ça cogite, hein, et alors souvent ils se plantent, hein, d'ailleurs, parce que bon, moi j'ai entendu, je donnerai pas de nom parce que je vais pas faire de peine, mais j'ai entendu des patrons nous dire vous allez voir ce que vous allez voir, j'ai trouvé la perle rare, ben la perle rare elle a pas duré, oui. Mais Giquel c'était la France entière, c'est Coluche qui se foutait de lui quand un avion s'écrase et il s'écrase sur les pompes de Giquel. C'était une superstar. La France a peur, la France a peur, la fameuse phrase. Donc c'est quelqu'un que oui, on a tous démarré ensemble là. Et TF1 à l'époque, c'est vraiment nouveau, c'est une révolution, c'est la fin de l'ORTF. Oui, la fin de l'ORTF, c'est un vrai tournant, quoi. La fin de l'ORTF, notamment sur le plan politique. Oui. Et surtout journalistique. Oui, à vrai dire,
moi, je suis un peu hors du coup parce que c'est des choses dont je m'aperçois pas. J'ai une collègue à TF1 qui me disait, toi, Régis, t'es extraordinaire, tu avances, tu vois pas les flèches, tu vois pas les Indiens, tu vois pas les choses trappes. Je fais mon boulot. Voilà. J'ai pas eu le sentiment d'une prise en main. Perfit, c'était fini. Hein, oui. Tout ça, c'était non. Alors, on revient un peu en arrière. Je crois que vous êtes né à Avignon, Régis Faucon. Oui. Et qu'après, vous avez grandi entre l'Algérie et la France. Alors, exactement, parce qu'en fait, je suis né pendant la guerre. 43, voilà. J'ai quitté très très jeune. C'est parce que à cause de la guerre, mes parents étaient dans le Midi, mais moi je suis normand, oui. Donc on est remonté en Normandie. Et puis là, pour des raisons professionnelles, mon père est allé en Algérie. J'ai passé un certain nombre d'années, enfin pas difficiles pour moi, mais qui étaient quand même pénibles, parce qu'en partie pendant la guerre d'Algérie. Je suis arrivé en 50 et je suis reparti en 58, donc au plus fort, si vous voulez, notamment de la bataille d'Alger. Et je dois dire que ça a probablement contribué à former un peu pas mon goût pour la politique, mais mon éveil à ces choses-là. J'étais aux premières loges pour voir les antagonismes entre les pieds noirs et puis entre les Algériens qui voulaient l'indépendance. C'était très dur. Et puis, il y a eu un autre déclic, Régis Faucon, c'est un abonnement au journal Le Monde quand vous aviez 15 ans. Oui, mais ça, c'est très... Effectivement, ça a l'air de dire que j'étais un petit génie, ce qui n'était pas le cas du tout. C'était peut-être plutôt, je dirais pas un cancre, je ne vais pas exagérer ça, tomber dans l'excès inverse, mais autant j'étais très bon dans certaines matières, j'étais très mauvais dans d'autres. L'école m'ennuyait profondément, mais je me faisais mon petit cinéma de mon côté. J'écrivais des trucs, et puis tout en lisant Spirou, Bugdani, Johan et Pierre-Louis, enfin personne ne sait qui sont ces si, c'est Peyo, oui, je m'abonnais au Monde parce que ce qui se passait au Paraguay, au Vietnam, ou je ne sais pas dans quel pays paumé, m'intéressait plus que ce qu'on m'apprenait à l'école. Et puis vous avez échappé, et ça semblerait impossible aujourd'hui, à l'école de journalisme, Régis Faucon. Oui, c'est ce que je dis. Hein. Oui. Là, oui, j'ai échappé. C'est pas très gentil. Hein. Non, mais c'est sincère. C'est sincère, oui. Oui, j'ai échappé parce que, oui, bon, il y a un côté formatage. Quand je vois la télé aujourd'hui, on a le sentiment que oui, les bons petits soldats de l'info, quoi. Tout le monde a appris la même chose. Vous avez des jolies filles. On se demande si elles sont pas prises pour leur physique, d'ailleurs. Bon. Ouais. Et puis voilà. Bon. Moi, je veux pas être méchant parce que c'est trop facile. Et je veux pas tomber dans le c'était mieux avant. Mais je me dis, pour ces gens-là, pourvu qu'ils connaissent un jour le journalisme tel qu'on l'a connu. Voilà. Et le journalisme tel qu'on l'a connu, c'est sortir, c'est faire des reportages, c'est sortir de son studio. Ça doit sentir le renfermer là-bas dans tous ces studios de gens qui refont le monde depuis leur studio. Et le seul risque qu'ils prennent, c'est pas en allant sur le terrain, c'est en traversant la rue pour passer d'un studio de télé à un studio de radio. Ouais. Alors, vous avez appris, Régis Faucon, votre métier sur le terrain, à la Voix de l'Amérique. D'abord au Liberia et ensuite aux États-Unis. Oui, exactement. Oh, c'est le hasard qui a fait ça. J'étais en Afrique. J'ai croisé un type qui était d'ailleurs un personnage, un ancien officier de la Pologne libre. Parce que la Voix de l'Amérique, c'était très anticommuniste. C'était la radio faite par Roosevelt pendant la guerre. Voilà. C'est la propagande américaine. Oui. Ils s'en cachent pas, les Américains. C'est un peu leur côté candide. Là, on explique tout ce qui est bien. Et moi, j'ai eu l'opportunité de rentrer là. Le type me dit, vous parlez bien anglais, vous connaissez, hop, on vous embauche. Et comme je le dis dans le bouquin, je suis rentré en France et après une enquête de 8 mois pour savoir si j'étais ni homosexuel, ni drogué, ni communiste, on m'a dit, vous êtes bon pour le service et vous repartez à Monrovia, qui était quand même un pays très spécial à l'époque. Après, c'était la guerre du Vietnam. Johnson
quand je pense que j'ai commencé ma carrière à l'époque de Johnson, le successeur de Kennedy, je sais pas si vous voyez. Ils m'ont emmené à Washington et donc ça a été mon premier séjour washingtonien, important pour moi, notamment sur le plan personnel, parce que je m'y suis marié, j'ai eu mon premier fils, etc. Et vous avez travaillé et vous avez vécu mai 68 aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Vous avez échappé à ça. Voilà, exactement. Et ça castagnait aussi là-bas. Parce que à cause des manifs contre la guerre du Vietnam, etc. Et le racisme, l'antiracisme aussi. Le racisme. Mais le racisme, ça, c'est tout le temps comme ça, si je puis dire. Le racisme, sur ce plan-là, ça n'a pas... Enfin, si, c'est difficile à dire, parce que c'est un sujet très complexe. Il y a beaucoup de bonne volonté dans une certaine mesure, mais en même temps, ils s'en sont jamais remis, si je puis dire, des problèmes de racisme. Quand on voit Floyd, le garçon là qui a été assassiné par les flics, etc. Mais il y avait des grandes. Alors simplement, c'était une violence à grande échelle. Après l'assassinat de Martin Luther King, moi j'étais là-bas. Oui. Ils ont mis le feu à des quartiers entiers de Washington. C'est autre chose. Effectivement, vous avez vécu tout ça et vous avez vécu d'autres choses. On en parle avec une autre date, le 4 octobre 1976. À tout de suite sur Sud Radio avec Régis Faucon. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Régis Faucon. Nous parlerons tout à l'heure de ce livre Gentleman Reporter chez Ramsay qui raconte votre parcours à la télévision et la politique étrangère que vous avez vécue. Et là, on revient à une date importante, le 4 octobre 76. Vous faites un voyage en Iran avec Valéry Giscard d'Estaing, président de la République. Et vous découvrez Persépolis. Si. J'ai retrouvé les archives à l'INA. Ah bon? Oui. Ah bon? Oui. J'y étais pas. En tout cas, vous le commentez. Ah, voilà. Non, parce que là, je me disais, bon, peut-être que j'ai déjà... Non, je commentais, oui, je commentais mais parce que, bon, à l'époque, il y avait deux types de... Soit on allait sur le terrain, ce qui était évidemment le plus intéressant, soit on faisait ce qu'on appelle des cabines dans le jargon, c'est-à-dire vous receviez des images d'un pays, il fallait le commenter, voilà. Bon, c'était pas un exercice obligatoirement très passionnant, mais ça veut dire qu'on a effectivement... bon, ce jour-là, c'était peut-être... Mais alors, l'Iran... Vous êtes allé interviewer le Shah, je crois. Oui, alors ça j'y suis retourné après. Et là, du coup, c'était un scoop. Parce que ça a été sa dernière, ou l'une des dernières interviews qu'il a accordées à la télévision française. Et puisque 6 mois après, il partait. Et là, vous êtes retrouvé devant un homme, d'ailleurs, qui était fatigué, qui était usé. Oui, vous savez, il avait commencé à... déjà, ça commençait à barder dans son pays. Il y avait des manifs tous les jours, etc., etc. Le pays était très travaillé par Khomeini, qui lançait ses discours de haine, etc. Et puis surtout, le Shah a été lâché par ses alliés. Oui. Parce que s'il a été très longtemps la coqueluche des Occidentaux, je me souviens, on disait c'est la 6e armée du monde, c'est le rempart contre ci, contre ça. Et puis là, quand ils ont vu qu'il y avait des excès de la police politique, là, la SAVAK, Carter, qui était le révérend père Carter, qui était un homme de bien contre la violence et tout, a dit ce personnage n'est plus très fréquentable. Et ils l'ont lâché, et c'est le coup classique. Hein, le nombre de régimes qui sont tombés, que ce soit dans un camp comme dans l'autre, hein, après la chute de l'URSS, tout un tas de régimes qui étaient soutenus par l'URSS sont tombés parce que le grand parrain n'était plus là. Voilà. Alors, il se trouve, le Shah, on avait vu les images de Persépolis pour les 2500 ans, quelques temps plus tôt. Il n'y avait qu'une seule plainte de ses itrônes qui estimait avoir été maltraité parce qu'il n'avait pas eu l'hôtel qu'il souhaitait. C'est possible. Mais là, interviewer le Shah pour avoir un scoop comme ça, il faut avoir certaines références. Donc, la politique étrangère, vraiment, ça a été un apprentissage pour vous, Régis Faucon. Oui, un apprentissage, mais j'allais dire sur le terrain. Encore une fois, comme j'aime à le dire, quand je suis devenu journaliste, spécialiste de politique étrangère, j'ai un peu l'impression de l'avoir toujours été, parce que je baignais dedans déjà depuis longtemps. C'était la curiosité. Je crois que la plus grande... Enfin,
la qualité d'un journaliste, c'est la curiosité, s'intéresser à ce qui se passe, et notamment à ce qui se passe au-delà derrière la colline, quoi. Vous voyez. Et puis vous aviez une autoroute parce qu'en France, quand vous avez débuté, Régis Faucon, bon, on parlait de politique française, ça intéressait les gens. La politique étrangère, c'était pas vraiment le sujet idéal. Non, bien sûr, c'était la politique. Alors il y avait un peu quand même la politique africaine parce que ça comptait beaucoup dans le cadre de la politique française. À ce moment-là, c'était le début des indépendances. C'était quand même, on avait affaire à des pays qui étaient quand même très remuants. Il y avait des changements, des coups d'État, des choses comme ça. Et je peux vous dire, pour avoir accompagné pratiquement tous les présidents français en Afrique pendant de 60, de 80, même avant de 75, de 75 à 2000. Croyez-moi que c'était important pour eux. Ils allaient là-bas pour tester la popularité de la France, pour veiller au grain, etc., etc. Oui, c'est vrai que quand Giscard ou Mitterrand arrivaient, c'était les gens dans la rue, c'était des bravos, des hurrahs, c'était hallucinant. C'était un délire, comme je le dis, qui n'est pas entré dans le sillage dans une ville africaine, dans le sillage d'un président français, ne peut pas se rendre compte le succès, le truc qu'il avait. Alors, vous savez, vous aurez toujours des gens pour dire oui, mais c'était rapport de maître à c'était teinté de néocolonialisme, peut-être, mais à l'époque il y avait vraiment un grand attachement pour la France. Maintenant les choses changent et les choses tant mieux parce que on peut plus maintenir ce type de relation un peu paternaliste, quoi. Ouais. Alors, les voyages officiels, justement, vous faites partie de ceux qui en ont fait beaucoup dans les avions des présidents, que ce soit Giscard ou d'autres. Oui, ça, j'ai effectivement, j'ai couvert beaucoup de voyages officiels et j'ai eu la chance, parce que je suis pas le seul, mais ça crée des liens. Moi, je ne le cache pas, et c'est pas politique. J'ai créé des liens avec Mitterrand. Bon, il m'aimait bien. Il pensait simplement que je faisais bien mon boulot. Bon, c'est tout. Ça n'allait pas. J'avais pas ma carte du Parti socialiste. Et donc, il m'arrivait d'être invité dans son avion avec 2-3 confrères. Giscard également. Parce que encore une fois, les présidents en plus, quand ils sont à l'étranger, ils sont cool. Ils sont loin de tous les emmerdements de la métropole, tous les roquets qui les emmerdent. Ils sont là, ils sont reçus comme des rockstars dans tous les pays, donc ça doit quand même, pour leur ego, c'est quand même pas mal. Alors, vous étiez dans l'avion à l'arrière, mais il y avait une disposition officielle, notamment dans le Concorde. De temps en temps, vous rejoignez François Mitterrand à l'avant, qui parlait avec vous à bâton rompu. Oui, absolument. Ah oui. Alors, le personnage Mitterrand, si vous voulez, qu'on a souvent présenté comme le Sphinx, faut reconnaître qu'il était... Oh, c'était pas le genre à vous taper sur l'épaule, hein, mais c'est vrai qu'en petit comité et en confiance, il était détendu et passionnant, parce que c'était un séducteur. Moi, je riais beaucoup parce qu'au moment de la cohabitation, les hommes de droite qui l'accompagnaient, ce qui arrivait, ils étaient tous comme des petits garçons devant lui, quoi. Ils étaient complètement fascinés par le personnage. Et en même temps, vous avez tourné, je crois, un documentaire avec lui qu'il a accepté. Oui, justement, compte tenu de nos bons rapports, je dis maintenant, j'aimerais faire quelque chose avec vous. Que sur vous, parce que les coulisses du voyage officiel, c'était pas une idée très originale. Mais là, j'ai dit, vous êtes le fil conducteur. Il a joué le jeu, et donc c'était à l'occasion d'un voyage au Vietnam et au Cambodge. Alors, je crois que François Mitterrand vous appréciait, mais vous l'a jamais dit. Non, parce que c'était pas son genre, il me l'a jamais dit, mais il me l'a tellement souvent montré. Et puis son entourage me disait... une fois, je me souviens très bien, c'est toujours un peu difficile de parler de soi, surtout pour en dire du bien, mais j'ai un grand patron d'une grande compagnie aérienne française que j'ai croisé à l'Élysée à l'occasion d'un dîner officiel, en l'occurrence pour Poutine, me dit je viens vous voir, je suis content de vous rencontrer et tout, parce que
vous savez, j'ai été conseiller de Mitterrand et à chaque fois que vous passiez, il disait à tout le monde, taisez-vous, je veux l'entendre. Parce que lui, ça fait plaisir. Oui. Quand même. Mais Régis Faucon, je sais aussi que quelquefois, Mitterrand vous a glissé des informations off pour que vous les répétiez. Oui, que je répète sans les répéter, tout en les répétant. Bon, j'ai vu personne. Voilà. Oui, bon, ça n'est, pour être tout à fait honnête, ça n'est pas arrivé très très souvent, mais le principe du off, oui, c'est pour l'auditeur, c'est je vous dis des choses que vous êtes censé garder pour vous. Alors là, c'était plus clair. C'était attention, parce qu'il y a le off. Les gens qui trahissent le off, c'est quand ils disent de qui ça vient. Oui. Voilà, le président m'a dit, ça c'est pas très correct. Oui. Mais si vous utilisez dans votre papier une information, on ne sait pas d'où elle vient, là, il n'y a pas de problème. Et lui, il vous disait des trucs comme ça en disant je ne vous l'ai pas dit, mais ça l'arrangeait aussi. Pas dit. Voilà, c'est incroyable, ça. Exactement. Le président qui vous glisse à l'oreille des secrets. Oui. C'était, encore une fois, c'est arrivé assez rarement, mais c'est arrivé au moment des problèmes toujours avec l'Afrique, les problèmes avec Kadhafi. Il y a tout ça le travaillait beaucoup. Il avait le sentiment que tout ça était mal. Que la presse l'éreintait un peu beaucoup sur ces problèmes-là. Et donc, voilà, effectivement, il en profitait pour faire passer des messages. Voilà. Et moi, je me souviens de Jacques Attali qui m'a dit un jour, pendant que Mitterrand était au pouvoir, je faisais tous les dimanches la page 2 du Canard enchaîné. Les informations du Canard. Oui. Ah ben oui, et puis en plus, bon, il suivait énormément. Là aussi, je raconte cette anecdote. On était au Vietnam, justement, et on est dans l'avion du retour, et on parle de choses et d'autres. Il me dit, oui, hier, alors donc, j'ai fait... comment avez-vous dit dans le reportage d'hier, dans le 20h, une phrase que j'avais utilisée? Il me dit, oui, c'est ça. J'ai réalisé que il avait regardé à Hanoï. Il s'était fait visionner le journal. Donc, vous voyez, bon, c'est beaucoup pour savoir un peu comment les journalistes ont... Bon, à l'époque, il faut reconnaître qu'il n'y avait pas c'était pas, on n'était pas très caustique. Hein. Non. On n'était pas... Il n'y avait pas le... Alors, je parle des journalistes comme nous qui faisions notre... Il y a en revanche, il y en a d'autres, mais ça, j'apprendrai rien, les gens du Canard, oui, mais c'est autre chose, ça. Jean Edernalier, etc., les écoutes et tout ça. Alors là, il plaisantait pas avec ces choses-là. Et on va continuer à parler de votre carrière à travers une autre date, le 18 décembre 2000. À tout de suite sur Sud Radio avec Régis Faucon. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Régis Faucon. Nous parlerons tout à l'heure de ce livre Gentleman Reporter chez Ramsay. Et on revient à une date qui est le 18 décembre 2000. D'après mes calculs et d'après les archives, c'est votre ultime journal télévisé, ultime reportage sur Chirac aux États-Unis. Oui, exactement. Oui. Exactement. C'est toujours un petit pincement, quoi, de se dire c'est le dernier. Surtout qu'en fait, bon, sans révéler de secret d'État, je suis pas parti. On n'est pas parti on s'est pas quitté complètement bons amis. Avec TF1, TF1 et moi. De toute façon, la politique étrangère, c'était l'époque où on disait la politique étrangère, ça emmerde tout le monde. Oui. Ça plombe l'audimat, etc. C'est sympa, quoi. Oui, surtout quand on dirige le service, quoi. Depuis 25 ans, oui. Oui. Et donc, oui, donc c'était le dernier voyage. Mais c'est un voyage assez mémorable, là aussi, si on parle des liens avec les présidents, cette anecdote où on est dans le bureau ovale de Clinton, et je dis à Clinton, en anglais, je lui dis, voilà, je suis content de vous rencontrer parce que j'ai commencé ma carrière là ici même, pas dans son bureau, mais à Washington. Il y a à l'époque de Johnson, et puis là je m'en vais, je m'arrête. Alors il y a Chirac qui fait What? Qu'est-ce que c'est?
qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon. Et puis après, à la tape suivante, au Canada, il est revenu me voir avec ce côté qu'il avait très chaleureux, très attentionné. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous partez? Je comprends pas. C'était, enfin bref, c'est comme ça. Et moi, comme un imbécile, alors vraiment, j'ai tout arrêté. Ouais. Ce qui n'était pas obligatoirement une très bonne idée. Non, mais enfin, il y a quand même ce livre qui sort, et puis surtout, Chirac vous a marqué parce que d'abord il était cultivé, et il y avait le soir des rencontres informelles, Régis Faucon. Oui, ça c'était vrai aussi sous Mitterrand, mais c'était plus systématique avec Chirac. C'est-à-dire que il avait une relation avec les journalistes qui l'accompagnaient formidable. Il était, vous savez, c'est une banalité de dire qu'il était accessible, qu'il était sympa, mais c'est vrai, si vous voulez. Moi, je garde un excellent souvenir de cet homme aussi, et très souvent, le briefing de fin de journée est fait par quelqu'un qui le représente ou quoi. Lui, carrément, il disait on se retrouve à 18h à la cafétéria de l'hôtel. Une bonne bière, voilà. Une bonne bière, voire deux, voire plus. Et puis c'est parti. On refaisait le monde comme ça, on posait des questions, etc. Et oui, ça, c'était quand même des moments très très privilégiés. Je sais pas comment ça se passe maintenant avec les autres. Enfin, avec l'actuel, je sais que c'est plus du tout. Je sais pas si Hollande et Sarkozy procédaient. Non, je crois pas. Chirac et Mitterrand ont été les derniers du genre. Alors, il y a aussi une chose, vous avez vécu, Régis Faucon, en direct, la colère de de Chirac à Jérusalem. Oui. Ça a été. On voit encore les images sur toutes les télés. Qu'est-ce qui s'était passé? Il s'était passé déjà que la relation franco-israélienne n'était pas parfaite. Hein. Vous savez, les Israéliens ont toujours reproché à la France et à Chirac en particulier d'être pro-palestinien. Oui. Donc il y a déjà le contexte. Et puis là, on est arrivé dans une petite rue de la vieille ville, et si vous voulez, les Israéliens, il y avait une sécurité israélienne absolument pas possible. Ils ne pouvaient pas bouger. Alors, les Israéliens disaient c'est pour vous protéger. Et Chirac disait mais j'ai pas besoin d'être protégé. Vous m'empêchez d'aller voir les gens. Moi, je veux aller discuter avec le marchand de légumes palestinien. Il va pas m'assassiner, lui. Bon. Et puis, je voyais bien que ça montait. Et puis, à un moment, poum, il en a eu marre. Alors, je ne vous raconte pas le succès auprès de Le lendemain, on était à Ramallah, en territoire palestinien. Un triomphe. Un triomphe. Alors, vous avez rencontré aussi beaucoup d'autres chefs d'État. Il y en a un qui vous a marqué parce qu'il vous tutoyait, c'était Omar Bongo, le président de la République du Gabon. Personnage incroyable. Bongo, oui. Bongo. Alors, en plus, Bongo, j'ai très bien connu. J'ai eu affaire à lui à de plusieurs trucs. Et puis, j'assume parce que c'était quand même un personnage. Déjà, l'aspect positif de Bongo, il a tué personne. Oui. Tout le monde ne peut pas en dire autant en Afrique. Hein. Oui. Bon. Alors, il s'en mettait plein les poches, plein les trucs. C'était un gâchis pas possible. Mais c'était un homme quand même très sympathique, très intelligent. On a sympathisé. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Ah, Faucon, à plusieurs reprises dans les articles. Ah tiens, on a dépêché auprès de Bongo son ami Faucon en mission spéciale, etc. Alors, comme je dis dans mon livre, les gens auraient dû aller jusqu'au bout. En mission spéciale pour qui? Pour le Quai d'Orsay, pour l'Élysée, pour le SDEC, pour le KGB, pour le quoi? Enfin, c'était d'un ridicule. Et donc, là, je vous dis, là, j'ai crevé l'abcès en disant c'est tout bête. C'est un homme que j'ai apprécié parce qu'il était incroyablement drôle et intelligent et cultivé. Il jouait un rôle très important dans la relation franco-africaine. Et voilà, donc c'est aussi simple que ça. Et puis, vous savez, il y a autre chose qui est un peu sujet tabou, c'est que Bongo, il arrosait beaucoup de gens, Oui. y compris des confrères. Oui. Bon. Et d'ailleurs, moi, j'ai mis un point d'honneur. Je n'ai jamais ni demandé, ni reçu un centime. Oui. Et d'ailleurs, il enregistrait les conversations quand il donnait l'argent pour avoir des traces en cas de problème. C'est ce qu'on raconte.
Il se passait des drôles. Oui, on mettait aussi quelquefois un magnétophone sous le lit du ministre. Et puis merde, le ministre, cette nuit-là, il avait eu une panne. Ah bah écoute, hein, si ça marche, il avait pris une fille. Et puis, manque de peau, il y avait une panne cette nuit-là. Alors, après, on disait, écoute, si tu n'es pas content, nous on rend public l'enregistrement. L'enregistrement. Et puis, vous avez réussi, je crois, Régis Faucon, par hasard, une interview de Jimmy Carter grâce à un problème de sécurité. Oui, exactement. Bah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était dans un hôtel à New York pendant sa campagne, et puis moi aussi. Et donc, d'habitude, vous savez, la sécurité américaine, c'est hallucinant. Vous avez une armée de bons hommes qui vous prennent par le callback, qui vous virent comme un malpropre. Et puis là, il n'y avait personne. Je monte, j'ouvre l'ascenseur s'ouvre. Il y avait le Clinton qui était tout seul. Carter. Le Carter qui était tout seul. Et vous avez fait l'interview. J'ai fait une interview. Vous savez ce qu'on appelle, c'est 30 secondes. Ouais. Hein, mais bon, bref, on a fait l'interview. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai toujours aimé Carter parce que c'est un vrai type bien. Et c'est un type notamment qui est très sensible, comme moi, aux questions des droits de l'homme. Beaucoup plus que tous les autres présidents américains. Et il faut savoir, Régis Faucon, que depuis le 8 septembre 2012, Jimmy Carter est le président à avoir survécu le plus longtemps après son départ du pouvoir. Il en est à 40 ans, 552 jours de retraite. C'est quand même pas mal. Je crois qu'il va avoir 100 ans bientôt. Oui, il est pas loin, mais il survit. Et vous avez aussi assisté à l'investiture de Reagan, qui était beaucoup plus folklorique. Ah ben Reagan, alors là, c'est celui que j'ai le mieux connu parce que j'avais été affecté à la couverture de la campagne en 80. Donc je l'ai croisé, etc. Bah, c'était un chic type, c'était un brave type, c'était pas un intellectuel, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, à titre personnel, je trouvais qu'il avait une politique un peu, et bon, il était un peu réactionnaire, très à droite, etc. Mais enfin, à la limite, moi, j'ai pas. La vie de Régis Faucon, on s'en fiche, mais enfin ça, c'est une parenthèse. Mais c'était un personnage très accessible, très sympathique. Alors c'est toujours surprenant de se dire qu'un grand pays comme ça se donne comme président un type que personne ne donnait cher avant, parce que dans le genre ex-présentateur, comédien, il était ex tout ce qu'on voudra. Et puis pouf, il est passé parce qu'il est arrivé à un moment où l'Amérique était un peu humiliée par l'affaire des otages de Téhéran. Il est arrivé un peu comme Trump avec voilà, je vais faire l'America great again. Et ça a marché. Puis il y a une autre personne que vous avez rencontrée, ça c'est plus étonnant, on va écouter sa voix. Christian Barnard, l'homme qui a greffé la première fois un cœur, vous l'avez rencontré, vous l'avez suivi dans son pays en Afrique du Sud. Oui, je l'ai suivi. Ça a été une très grande expérience parce que Christian Barnard était une immense star à l'époque, hein, en tant que. Et il est venu en France. Il est tombé sur un film qui avait été fait sur son pays, qui était très très à charge. C'est vrai que l'Afrique du Sud à l'époque, avec la politique d'apartheid, était condamnée par tout le monde. Il a dit moi, je veux faire mon film à moi. Le patron de l'époque, Christian Bernadac, a dit pas de problème, mais vous n'êtes pas journaliste, il faut un journaliste avec vous. Et on est parti 3 mois en Afrique du Sud. On est allé partout et on a fait je vous parle de 77. Vous voyez, c'est vraiment. Aller en Afrique du Sud aujourd'hui, c'est pas très compliqué, mais là on a réussi à faire des choses tout à fait étonnantes. Toutes les portes se sont ouvertes devant lui. Si voilà, c'était une star. Et même quand il est venu à Paris, je ne sais pas si vous le savez, Régis Faucon, il n'avait qu'un rêve, c'était aller au Crazy Horse Saloon. Oui. Et il a passé une soirée au Crazy Horse. Oui, ça m'étonne pas parce qu'il aimait beaucoup les dames. Hein. Voilà. Et puis il y a ce livre dont on va parler que vous avez publié à travers une autre date, le 26 novembre 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Régis Faucon.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Régis Faucon. Donc, 26 novembre 2021, sortie de ce livre Gentleman Reporter, chez Ramsay, de Mitterrand à Reagan, de Libéria à la Corée du Nord, 40 ans de journalisme. Pourquoi avoir fait ce livre aujourd'hui? Parce que ce sont tous vos souvenirs, finalement. Oui, tout simplement parce que c'est l'occasion qui fait de la ronde. J'ai rencontré un éditeur qui m'a fait cette proposition. On a monté le livre ensemble. Carrément, excusez du peu, c'est carrément le directeur général de la maison d'édition, Olivier Wright, qui s'est investi personnellement dans le montage, la mise en place de ce livre. Je sais pas comment on appelle ça dans le jargon de l'édition, mais les photos, le texte, les trucs. Il m'a dit, faites des textes, vous avez des photos, parce que oui, il y a la dimension photographique. Oui. Ce on n'est pas obligé de savoir, c'est que moi, je fais de la photo depuis toujours. Et de la photo, je suis assez éclectique. J'ai même fait un livre sur les manoirs du pays, les manoirs normands, Oui. une sorte de pavé. Pour l'anecdote, il avait été élu en 95 parmi les 10 plus beaux livres d'art de l'année. Oui. Donc c'est pas de la photo je suis pas le photographe du dimanche. J'ai une passion, j'en ai toujours fait. Et donc il m'a dit on va faire un livre texte et photo. Et puis on est arrivé à cette chose-là qui est Qui est un livre d'ailleurs qui correspond à une époque que certains jugent révolue, c'est-à-dire que c'était pas le buzz qui comptait, c'était l'information et la profondeur de l'information. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est la fameuse, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, est-ce que c'était mieux avant? Je dirais, je suis pas normand pour rien, je dirais oui et non. C'était mieux parce qu'on couvrait l'actualité. Il se passait quelque chose quelque part, on y allait. On se demandait pas, est-ce que ça va plaire à la ménagère de moins de 50 ans? Ou je ne sais pas quoi, moi. Ou est-ce que, est-ce qu'il y a des intérêts français à défendre là-bas? Est-ce que ça... non, il se passait quelque chose. Je prends l'exemple de la Rhodésie, c'est un pays qui, une minorité blanche refusait d'accorder l'indépendance à la majorité noire. Aujourd'hui, ce scénario-là, vous le proposez un truc, on vous rit au nez, on vous dit mais on s'en fiche. Bon, là, on y allait régulièrement. Il y avait un espèce de turnover tous les 3 mois. On allait voir ce qui se passait en Rhodésie, etc. Bon, maintenant, il y a, on voit un peu le centre d'intérêt des trucs. Alors, en même temps, faut reconnaître que l'information est aujourd'hui peut-être plus, j'allais dire plus libre. C'est-à-dire, il y a une plus grande liberté de ton. Encore que, maintenant, il y a de nouveaux tabous. On peut pas, il y a certaines plaisanteries qu'on peut pas faire. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Mais en plus, à l'époque, Régis Faucon, la communication n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Vous avez passé votre vie en avion. Ah oui, mais je m'en plains pas, mais c'est vrai que j'ai passé ma vie en avion, écoutez, à peu près 8 mois par an. 8 mois par an, et cela m'a été rendu possible grâce notamment à ma femme, Sophie, qui, si j'ai pu faire ce métier, c'est beaucoup grâce à elle, qui elle comprenait que je m'absente, etc., avec ma femme Sophie, avec laquelle je suis toujours 52 ans après. Alors, dans ce livre, Régis Faucon, vous racontez donc ces pays, vous racontez vos souvenirs, et vous évoquez des personnalités qui vous ont marqué, comme par exemple Léopold Senghor, que vous avez rencontré. Oui, c'était un homme formidable. C'était un grand seigneur, un grand intellectuel, à côté de qui on a le sentiment d'être un nain, mais son intelligence, sa force, sa gentillesse, c'est qu'il, justement, voilà, comme s'il parlait d'égal à égal. Voilà. Mais à sa mort, il a été un peu oublié, et puis aujourd'hui, il est culte. Oui, je sais, c'est très dommage. Alors, je sais que Macron ne l'a pas oublié parce que il était dans la promotion Senghor, oui. Paraît-il, à l'ENA. Mais non, mais là, j'ai eu vraiment la chance de très bien le connaître dans toutes les circonstances. Et puis alors, par opposition, lui, rien à redire, par opposition à beaucoup d'Africains violents ou même assez controversés, Jean Bongo et tout. Là, avec Senghor, la relation était totalement, comment dirais-je,
totalement libre, avec un personnage vraiment qui intéressant tout le monde. Oui, alors il y a aussi le fait que c'était un poète, que ses poèmes aujourd'hui sont devenus universels. Et je sais qu'il a épousé une Normande. Il a vécu en Normandie et pas loin de chez lui, il y avait une autre maison d'une star qui vivait aussi en Normandie, c'était Yul Brynner. Oui, je sais. Ils étaient voisins. Oui, je sais, mais le manoir de Yul Brynner figurait dans le livre que j'ai fait sur les manoirs normands. Voilà. Mais Yul Brynner, star mondiale, Oui. qui a d'ailleurs un jour inventé un concept. Il dit on perd trop de temps au restaurant, on veut mettre de la musique dedans. Il a inventé le premier Hard Rock Café à New York, où il y a de la musique qui permet de déjeuner plus vite et de laisser la place à d'autres parce que c'est très bruyant. Et puis vous avez aussi rencontré Hassan II, je crois. C'était plus compliqué. Oui, pas très régulièrement, mais c'était c'était un homme aussi assez impressionnant, très autoritaire, c'était pas un tendre, mais il était extrêmement brillant. Il impressionnait par son intelligence mais c'était un homme qui avait la main lourde, hein, souvent avec ses opposants. Qui faut le dire, lui faisait pas de cadeau. Il a quand même échappé à deux attentats dans des conditions abracadabrantesques, dans son avion notamment. Quand les chasseurs marocains ont mitraillé son avion au-dessus de Rabat, et puis aussi à Skhirat pendant la fameuse réception où il avait invité tout le gratin parisien, etc. Et tout d'un coup, les mutins sont arrivés, ils ont tiré dans le tas, ils ont tué une centaine de personnes quand même. Donc il avait des raisons de se méfier. Vous lui avez un jour posé, Régis Faucon, une question et puis vous attendez encore la réponse, je crois. Oui. Oui, effectivement, je lui avais dit, est-ce qu'il n'y a pas de prisonniers politiques chez vous? Enfin, ou je sais pas quoi. Non, il n'y a pas de prisonniers politiques. D'ailleurs, j'en parlerai après la conférence de presse. Bon, j'attends toujours. Voilà. Et je risque d'attendre longtemps parce qu'il n'est plus de ce monde. Et vous évoquez dans ce livre, Gentleman Reporter, Régis Faucon aussi, l'Éthiopie. Vous êtes arrivé après la chute du Négus. Oui. Là, l'Éthiopie, c'était vraiment un malade, alors un tueur carrément. C'était un Mengistu, c'était une révolution communiste complètement aberrante. Parce que vous savez, après les indépendances, les pays là choisissent, on les sommait de choisir leur camp, où ils étaient pro-communistes ou pro-occidentaux. Et il n'y avait pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Dans les deux camps, il y avait des tueurs, quoi, hein, disons-le. Et dans le camp communiste, il y en a eu dans le camp occidental, les Mobutu, etc. Bon, sans parler de ce cher Bokassa. Bokassa a écrit ses mémoires d'ailleurs qui devaient sortir en France. Le livre a été interdit, il a tout payé. Et il y a quelques personnes qui ont quelques exemplaires, c'est un collector. Les mémoires de Bokassa, c'est un grand comique. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des dangers pour un journaliste se retrouver dans ces pays-là quand il y a une révolution, quand il y a des... Non, oui, c'est dangereux. Alors là, je ne vais pas me faire passer pour ce que je ne suis pas. Vous avez des garçons et des filles d'ailleurs qui sont spécialistes des risques, qui vont dans des pays à risque. Je dis des filles parce que ça, c'est le grand élément nouveau. Quand j'étais en activité, on a vu arriver des femmes qui étaient, quand j'étais marais, c'était exclu. Mais là, on a vu arriver des femmes reporters que tout le monde connaît maintenant, qui faisaient un remarquable travail et qui couvraient certains conflits, etc. Moi, j'ai rarement été dans des situations... Bon, de temps en temps, mais je ne verrai certaines. Vous savez, reporter de guerre, j'allais dire, c'est un métier dans le métier. Hein. Moi, j'étais quand même très, j'allais dire, politico-diplomatique, quoi. Et protégé, effectivement. Protégé, oui, mais bon, je me suis trouvé dans des situations en Afrique, ça peut être tendu, hein.
quand vous arrivez effectivement dans des pays un peu... le vrai risque, c'est dans des conflits type Liban ou Bosnie, où là, il y avait d'énormes risques. Mais moins dans d'autres circonstances, mais en Afrique, quand j'arriviez dans un pays qui connaissait une effervescence révolutionnaire et tout, bon, fallait quand même faire attention. Faire attention. Et puis, alors, il y a un pays que vous évoquez qui est beaucoup plus proche de nous, Régis Faucon, et que vous avez vu grandir, c'est le Portugal. Aujourd'hui, il y a des Français qui vont au Portugal parce qu'il y a 10 ans d'impôts en moins. Oui. Mais ça aussi, c'est un pays incroyable. Ah, c'est un pays très attachant. Moi, j'aime beaucoup les Portugais. Et ça a été, en fait, mes premiers grands reportages, ça a été au Portugal, où des militaires réformistes ont renversé un régime... pas dictatorial, mais un régime très, très autoritaire, très obscurantiste même. C'était un régime, comment dirais-je, le type à la tête du pays était un fou de Dieu, quoi, à sa façon. Hein. Et il a été renversé, et ça s'est bien passé, sans effusion de sang. Et les Portugais, qui sont des gens très sympas, ont retrouvé la liberté. Et alors là, c'est pareil, c'est un endroit où on retournait régulièrement, mais c'était pas totalement désintéressé, parce que c'était un moment où la gauche et la droite se battaient un peu. Et la gauche, il y avait quand même des tensions entre les communistes et les socialistes là-bas. Alors la gauche voulait prouver que, vous voyez, la gauche peut diriger un pays. Et la droite disait, mais regardez quelle pagaille quand la gauche est au pouvoir. Chacun essayait d'y trouver son compte. Et puis, il y a un pays que vous affectionnez, et vous savez que quelquefois, ça ne plaît pas à tout le monde, c'est Cuba, Régis Faucon. Ah oui, ça ne plaît pas à tout le monde, ça c'est un vrai débat. D'abord, moi j'aime le pays pour de nombreuses raisons, pour son peuple, sa musique, ses paysages, sa culture, son architecture. C'est un musée à ciel ouvert. Alors Cuba, Castro... Je vais vous dire, il faudrait refaire un autre débat d'1 heure sur Cuba, parce que il y a beaucoup d'ignorance, beaucoup de mauvaise foi, Cuba est un pays, personne ne dit que Cuba est une grande démocratie, mais voilà un pays qui est quand même puni depuis 60 ans par les États-Unis, qui ont coupé tous les ponts, qui ont affamé ce pays. Alors le système politique n'a rien arrangé, parce que comme je le dis, le communisme n'a pas marché là-bas, parce qu'il n'a jamais marché nulle part. Bon, mais ce que je trouve injuste, si vous voulez, c'est la droite en particulier, parce que moi, je me fous de la droite, de la gauche, du milieu du truc. La droite en a fait sa bête noire, sans savoir que vous aviez des régimes infiniment plus répressifs, pas très loin, mais qui n'intéressent personne, parce que c'est pas des régimes communistes. Mais croyez-moi, il y a des pays martyrs dans l'Amérique centrale qui s'appellent le Guatemala, qui s'appellent le Salvador, qui s'appellent le Honduras, le Nicaragua, où la situation est bien plus terrible, mais ça n'intéresse personne, parce que, encore une fois, il y a plus ou moins des élections, mais bon... des élections. Alors, ce sont des trafiquants de drogue qui sont élus à la présidence. Donc les apparences sont sauves. Alors qu'à Cuba, il y a le même régime depuis 60 ans. Ça fait un peu désordre, je reconnais. Mais c'est un problème très, très, très complexe. Alors, il y a beaucoup d'anecdotes dans ce livre, justement sur Cuba, sur la Corée du Nord, sur d'autres choses. Je recommande à celles et ceux qui nous écoutent de le lire, de découvrir en même temps les photos magnifiques que vous avez faites dans ce livre, Gentleman Reporter, chez Ramsay, Régis Faucon. Merci d'avoir écrit tant de souvenirs qui sont des souvenirs d'histoire, finalement. Oui, merci surtout de m'avoir invité, c'était très sympathique. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.